Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. L'adoption cette nuit par l'Assemblée nationale du projet de loi anti-casseurs, la situation en Indochine et au Proche-Orient et le discours que doit prononcer cette nuit le président Nixon sur l'ensemble de la question indochinoise, le Moyen-Orient et les conséquences politiques et diplomatiques de la présence des pilotes soviétiques en Égypte, enfin la victoire des libéraux aux élections générales du Québec hier, tels sont les grands titres de la présente édition de Télémidi. C'est donc par 368 voix contre 94 que l'Assemblée nationale a adopté ce matin, vers 4 heures, l'ensemble du projet de loi tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance et le texte exact du projet. Le texte de ce projet de loi, vous le savez sans doute, a été amendé et modifié plusieurs fois. Et Guy Claes, une question que l'on se pose tout de suite, c'est quel est le texte finalement définitif qu'ont adopté cette nuit les députés? Eh bien, cette loi adoptée à l'aube par les députés définit deux catégories de casseurs. D'abord, il y a les responsables de violences, voies de fait, dégâts commis au cours d'actions dites à force ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire à force ouverte? Eh bien, ce sont en fait des raids de commando. L'exemple type, c'est l'attaque dimanche dernier de l'imprimerie de La Nation et du Parisien libéré, rue d'Enghien à Paris. Dans ce cas, les chefs, les responsables et les participants à ces violences pourraient être condamnés à des peines de 1 an à 5 ans de prison. Cette disposition n'a pas donné lieu à beaucoup de discussions, il s'agissait en fait de condamner la violence, et au fond, tout le monde était à peu près d'accord là-dessus. En revanche, la deuxième partie du texte était celle qui se heurtait à l'hostilité de la gauche et des syndicats. Elle vise les violences qui peuvent se produire au cours d'un rassemblement, c'est-à-dire d'une manifestation illicite ou interdite. C'est sur ce point que la gauche s'est battue, et même que certains députés de la majorité avaient proposé des amendements. En fin de compte, voici ce qui est prévu. Les chefs ou les organisateurs des manifestations interdites qui ne donneraient pas l'ordre de dislocation immédiatement après le début des violences seront passibles d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. Les personnes qui continueraient de participer volontairement à une manifestation en sachant qu'elle est en train de dégénérer en violence ou qu'elle entraîne des destructions pourront être condamnées à des peines de 3 mois à 2 ans de prison. Bien, il faut dire aussi que 4 personnalités politiques se sont particulièrement distinguées au cours de ce débat. À tout seigneur, tout honneur, M. Claudius Petit, le rapporteur de ce projet de loi, il a présenté hier après-midi à ses collègues le texte définitif qu'ils auraient à discuter. Le garde des Sceaux, ensuite, M. René Pleven, lui succédait à la tribune et au nom du gouvernement, il justifiait la discussion et l'adoption de ce projet de loi. M. François Mitterrand, qui a déposé hier après-midi une question préalable dont il était l'auteur, question préalable qui n'a d'ailleurs pas été retenue. Enfin, le Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, qui devait présenter avant le vote 3 observations. Oui, vous pouvez y ajouter les 2 présidents de séance, M. Peretti et Boscari-Monservin, qui ont eu bien du mal parfois à maintenir le calme au cours d'un débat souvent houleux, en particulier pendant l'intervention de M. Michel Rocard, député des Yvelines et secrétaire du PSU. Ce que la gauche et les syndicats reprochaient au projet de loi gouvernemental, c'était, en gros, et selon leurs termes, de faire peser une menace sur les libertés. Est-ce qu'on ne risquait pas d'appliquer la loi à des dirigeants de partis politiques, à des syndicalistes? Est-ce que l'interdiction de manifester, plus cette loi anti-casseurs, n'allait pas aboutir à limiter la liberté de manifester, c'est-à-dire la liberté d'expression? Voilà quel était le thème du débat. Et juste avant 4 heures du matin, donc, le Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, intervenait pour tenter d'apaiser un peu ses appréhensions. Et au nom de l'opposition, c'est M. François Mitterrand qui lui répondait. L'opposition, en des termes d'ailleurs contradictoires, a présenté ce texte comme inutile ou dangereux. Comme l'a excellemment démontré M. le garde des Sceaux, l'utilité de ce texte s'est imposée au gouvernement à l'expérience. Et son danger demeurera imaginaire tant qu'un gouvernement démocratique exercera le pouvoir. Et si il venait à en être autrement, je vous le demande, mesdames et messieurs, quelle loi, celle-ci ou une autre, pourrait ou permettre ou empêcher les abus de pouvoir d'un gouvernement totalitaire qui, par définition, se placerait impudemment au-dessus des lois? Enfin, il s'agit bien de la défense des libertés collectives et individuelles, de la défense des personnes
et des biens, contre les tenants de la violence et les ennemis de la République. C'est bien de cela qui est essentiel qu'il s'agit et de rien d'autre. Le gouvernement, pour la part qui lui reviendra dans la mise en application de ce texte, agira avec le discernement et la fermeté nécessaires, et notre société, ainsi protégée, pourra accomplir de nouveaux pas vers plus de justice et plus de progrès. Monsieur Mitterrand, vous demandez la parole pour une explication de vote. Mettons que ce soit pour explication de vote. On fait en 2 mots. Simplement, je voudrais dire à Monsieur le Premier ministre, nous l'avons expliqué en son absence, que nous sommes contre la violence, mais que nous sommes pour le droit. Et il nous semble qu'en voulant atteindre la violence, vous avez manqué au droit. Certes, il faut que ceux qui sont violents payent leur violence et soient réprimés. Mais il ne faut pas que les innocents soient frappés. Et c'est parce que l'amalgame a été fait entre le coupable et la victime que nous refusons votre loi. Monsieur le Président. Ensuite, donc, c'était le vote, acquis, je vous le rappelle, par 368 voix contre 94. Aucun député de la majorité n'a voté contre, mais 4 UDR et 4 républicains indépendants se sont tout de même abstenus volontairement. Un seul député centriste du groupe Progrès et Démocratie Moderne a voté contre, M. Pierre Ablin, député de la Vienne. Bien, hier, c'était aussi, à l'appel de 11 organisations politiques et syndicales de la gauche, la journée nationale d'information et d'action contre ce projet de loi anti-casseurs. Et hier soir, les délégués de ces organisations politiques et syndicales se sont retrouvés devant l'Assemblée nationale et ils ont dressé pour nous le bilan de cette journée d'action et de protestation. La délégation représentative nationale qui s'est adressée aujourd'hui au groupe parlementaire de l'Assemblée nationale a été reçue par les députés communistes, socialistes, radicaux, de la Convention des institutions républicaines, du PSU, de Progrès et Démocratie Moderne. Les groupes UDR et Républicains indépendants ont refusé de la recevoir. La délégation a invité les députés à mesurer leurs responsabilités. Une même démarche sera effectuée au Sénat. Dans toute la France, sous les formes les plus diverses, les défenseurs de la liberté, veillant à conserver le calme et l'esprit de responsabilité nécessaires, poursuivront et élargiront leur action contre la loi répressive. Ce communiqué est signé par la Convention des institutions républicaines, Objectif 72, Parti communiste français, Parti radical socialiste, Parti socialiste unifié, Libre Pensée, Ligue des droits de l'homme, Confédération française démocratique du travail, Confédération générale du travail, Fédération de l'éducation nationale, Union nationale des étudiants de France. Cette journée nationale d'information et d'action prévoyait dans toute la France de nombreux meetings, des rassemblements, des dépôts de motions et des arrêts de travail, comme en témoignent les images qui vont suivre et qui ont été tournées à Nantes et à Périgueux. Un commentaire de Claude Carré. 2 à 3 000 personnes s'étaient rassemblées hier à 17 h, place Gralin à Nantes, pour manifester contre la loi anti-casseurs. Les consignes des syndicats étaient formelles, éviter toute provocation pendant ce meeting. C'est donc dans le calme que les participants ont écouté les allocutions des dirigeants syndicaux. La CGT a rappelé que la lutte contre la répression et pour les revendications ne sont qu'un seul et même combat, et la CFDT a mis l'accent sur les moyens qu'ont les travailleurs pour faire aboutir leurs revendications, c'est-à-dire la manifestation de masse et la grève. À ce meeting, 150 étudiants étaient également présents avec des drapeaux noirs, mais la manifestation s'est terminée dans le calme à 18h30. À Rennes, cependant, des étudiants, 250 environ, se sont heurtés aux forces de police pendant 2 heures. Il y eut plusieurs heurts courts mais violents. Un commissaire de police a été blessé, des voitures endommagées.
Guy Claes, il y a une question que l'on peut se poser. Gérard Nicou, qui est jugé cet après-midi par les assises de Grenoble, est-il passible du nouveau projet de loi? Non, il pourra craindre ce nouveau projet de loi s'il recommence un jour, mais pour l'instant, cette loi n'est pas encore applicable puisqu'elle doit aller au Sénat. Et en effet, Gérard Nicou, je pense que c'est pour ça que vous posez cette question, repasse en jugement cet après-midi. Il est jugé par la Cour de Grenoble. Vous vous souvenez qu'il avait fait appel à la condamnation de 6 mois de prison ferme qui lui avait été infligée il y a 1 mois et demi par le tribunal de Bourgoin, et c'est cet appel qui vient aujourd'hui à Grenoble. Il y a plusieurs centaines de commerçants qui sont venus de toutes les régions, qui sont déjà sur place à Grenoble avec des pancartes, des banderoles, et il y a bien sûr aussi un important service d'ordre. Les défenseurs de Nicou espèrent qu'il s'en tirera cette fois-ci avec une simple amende qui lui permettrait de sortir immédiatement de prison. Bien, merci Guy Claes. À l'étranger, je vous l'ai dit en ouvrant ce journal, l'évolution de la situation au Moyen-Orient et en Extrême-Orient incite le département d'État américain à prendre de nouvelles initiatives, des initiatives sur le plan militaire, sur le plan politique et sur le plan diplomatique. En Asie du Sud-Est, la guerre était limitée jusqu'à ces derniers temps au Vietnam. Mais depuis quelques semaines, le conflit s'est étendu au Cambodge et au Laos. Et au Laos, on apprenait ce matin que des troupes nord-vietnamiennes et des éléments du Pathet Lao avaient lancé pendant la nuit une attaque éclair contre la ville d'Atropeux, chef-lieu de province, et les troupes du Viet Cong, les troupes nord-vietnamiennes et du Pathet Lao s'étaient emparées de la ville peu avant l'aube. Au Cambodge, c'était hier la première fois que l'armée américaine appuyait par son aviation, son artillerie, ses blindés et ses conseillers militaires une opération menée par des unités sud-vietnamiennes. Toute la journée, les Sud-Vietnamiens ont nettoyé la région du Bec de Canard, que vous avez vu tout à l'heure sur une carte, infligeant de lourdes pertes aux soldats nord-vietnamiens et Viet Cong, puisqu'un premier bilan publié ce matin par Saigon fait état de 332 morts du côté communiste. En outre, les Sud-Vietnamiens ont détruit des dépôts d'armes et des abris qui servaient de cache aux Viet Cong et aux Nord-Vietnamiens. Et la situation est telle que le président Nixon a décidé de s'adresser directement à la nation américaine ce soir pour expliquer sans doute les raisons qui l'ont amené à mettre le doigt dans ce que l'on peut appeler l'engrenage cambodgien. Devant les objections du Congrès américain et de l'ensemble de la presse américaine, le président Nixon devra en effet justifier l'intervention des conseillers militaires américains au Cambodge et aux États-Unis. On rappelle, non sans quelque inquiétude, que le président Kennedy avait décidé en 1962 d'envoyer justement des conseillers militaires au Vietnam. Vous savez ce qu'il en est arrivé depuis. Ils étaient l'avant-garde du plus formidable corps expéditionnaire qu'on ait vu en Asie du Sud-Est. Deuxième point chaud pour la diplomatie américaine, le Moyen-Orient. 24 heures après l'annonce par le gouvernement israélien de la présence de pilotes soviétiques en Égypte, le président Nixon a ordonné hier soir une réévaluation complète et immédiate de la situation et de l'équilibre actuel des forces militaires dans cette partie du monde. À Washington, en effet, on estime que la participation de pilotes soviétiques aux opérations de l'aviation égyptienne, la participation donc de pilotes soviétiques à la défense de l'Égypte, constitue, je cite, une évolution sérieuse et potentiellement dangereuse dans l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Moscou n'a pas encore réagi aux déclarations du président Nixon, mais de l'avis du correspondant de l'AFP à Moscou, Jean Raffaelli, les dirigeants soviétiques ne cachent pas leur inquiétude. Au Caire, en revanche, les commentaires ne ménagent pas les autorités israéliennes. Un porte-parole officiel du gouvernement égyptien a déclaré hier soir que la campagne de presse menée par Israël contre l'Égypte et l'Union soviétique était tout simplement le prolongement de la politique d'agression que mène Israël contre l'ensemble des peuples arabes. Il y a quelques jours, l'Égypte enterrait solennellement un de ses pilotes abattu au cours d'un raid lancé contre des positions israéliennes. En fait, dans les jours qui vont venir, l'escalade militaire au Moyen-Orient va dépendre de la livraison de nouveaux avions américains à Israël et on pourra redouter que pareilles cérémonies soient de plus en plus nombreuses de part et d'autre du canal de Suez. Troisième titre de l'actualité internationale, les élections générales hier au Québec. C'est le Parti libéral de M. Robert Bourassa qui a remporté ces élections en enlevant plus de 170 mandats sur les 108 sièges de l'Assemblée nationale provinciale. Et c'est André Blanchet qui nous présente maintenant le nouveau Premier ministre du Québec.
Considéré comme un intellectuel et un technocrate, cet expert financier de 36 ans va donc réinstaller au pouvoir à Québec les libéraux qui viennent d'évincer hier aux élections législatives provinciales les conservateurs de l'Union nationale. Hostile au mot d'ordre séparatiste du Parti québécois de M. René Lévesque, lequel n'en devient pas moins le deuxième parti de la province, M. Bourassa avait joué sa campagne électorale sur l'aide que peut apporter au Québec, dans son marasme économique actuel, le gouvernement fédéral d'Ottawa, dirigé lui aussi par les libéraux. Le succès du Parti libéral dans cette campagne va dépasser de beaucoup notre parti. Ça va être le succès des Québécois responsables. Ça va être le succès des Québécois qui ont refusé les sornettes traditionnelles qui leur étaient comptées et qui ont choisi un parti qui délibérément a voulu leur offrir un programme réaliste, réfléchi, modeste même. Avouez-le, c'est un accent bien sympathique. Information générale, en cette veille de week-end du 1er mai, sachez que les dispositions prévues par le plan Prime Vert pour assurer la surveillance du trafic routier seront appliquées à partir d'aujourd'hui 16 h sur l'ensemble du réseau routier métropolitain. 36 000 gendarmes, CRS et fonctionnaires de la police nationale assureront votre sécurité pendant ces 4 jours. Mais faites attention car la surveillance sera particulièrement active sur les grands axes où la vitesse est limitée, je vous le rappelle, à 110 km/h. À Toulon, la nouvelle de la découverte du sous-marin Eurydice par le navire de recherche américain Mizar s'est répandue hier comme une traînée de poudre. Cette information, publiée hier par la préfecture maritime de Toulon, fait aujourd'hui encore l'objet des conversations. On ne sait pas encore comment pourront être remontés à la surface les débris métalliques de l'Eurydice, qui repose par 900 mètres de fond et sur un relief très accidenté, mais on estime que les techniciens américains qui ont déjà l'expérience de ce genre de recherche pourront donner aux autorités françaises de précieux conseils pour la récupération de l'épave. Voici d'ailleurs le navire américain, le Mizar. L'académicien Louis Pasteur Valéry Radeau est hospitalisé depuis hier à la polyclinique Princesse de Monaco à la suite d'un infarctus. L'académicien, âgé de 84 ans, s'était rendu à Monaco pour assister hier soir à la remise du prix littéraire Pierre de Monaco au journaliste écrivain Jean-Jacques Gaultier. Sport, Patrick Chapuis, du football et du football made in England. Oui, je voudrais vous parler du football anglais car vraiment ces joueurs font des choses extraordinaires. Vous savez que Arsenal a déjà remporté la Coupe des villes de foire. Hier soir, c'est Manchester City qui a remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe en battant le club de Gornik, le club polonais de Gornik. Voici le deuxième but anglais sur penalty. Francis Lee, numéro 9. Je crois qu'il y a eu une erreur dans nos diapositives. Il s'agit là, voilà, c'est celle-ci, numéro 9, qui bat le goal polonais Kocka, qui s'arrache vraiment les cheveux. Il faut rappeler que le 6 mai à Milan, en Coupe d'Europe des clubs, il y aura encore un club anglais en finale, le club de Celtic qui sera opposé au Feyenoord d'Amsterdam. Mais le plus paradoxal de cette affaire, c'est que Leeds United, le club anglais qui a fait la meilleure saison et qui aurait dû vraiment être le club consacré, a été battu hier soir par Chelsea 2-1. Et c'était tout à l'heure sur notre diapositive le deuxième but de Chelsea. Est-ce que vous avez entendu parler de la Coupe de l'Amérique, Pierre Guittard? Je sais qu'il y a un très joli voilier français qui participe. Oui, vous savez que c'est vraiment une super régate, une espèce de bataille navale sans canon. Et nous allons voir maintenant la préparation des deux bateaux, du bateau australien et du bateau américain. Voici le bateau américain qui est mis à l'eau. Il s'agit du Valiant, l'un des 4 bateaux que les Américains peuvent aligner puisqu'il y aura une sélection importante. Il a été dessiné par l'architecte Stephens, qui est un sorcier de la mer, une sorte de Ferrari de la voile. Le dessin du bateau est très important dans ces épreuves, car il ne s'agit pas de monotypes identiques. Ce sont ce qu'on appelle des 12 mètres de jauge. Cela veut dire qu'ils ne mesurent pas 12 mètres, mais que le résultat d'une équation où interviennent toutes les caractéristiques du bateau doit être égal à 12. En fait, ces bateaux sont longs de 20 mètres et pèsent à peu près 25 tonnes. Pendant ce temps-là, les adversaires des Français, car la France rencontrera d'abord l'Australie à partir du 18 août en baie de Newport, les Australiens, avec ici leur nouveau bateau, Gretel 2, s'entraînent
en baie de Sydney. Ce bateau est vraiment ce qui se fait de plus beau en matière de construction navale. C'est un peu le prince des océans. La coque est en bois précieux, le mât est en titanium. C'est un alliage léger et résistant qui était surtout utilisé jusqu'à présent pour les fuselages des chasseurs à réaction. À bord, il y a 11 hommes dont les mouvements sont réglés comme ceux d'un ballet. Ils ont été sélectionnés après 15 mois d'entraînement. Il y a parmi eux des jeunes hommes très rapides, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'arrière-garde, c'est-à-dire des messieurs d'âge beaucoup plus certains, qui eux conçoivent la tactique et sont les gens qui à bord vraiment font les résultats. Bien sûr, vous pensez que la France a une chance dans cette Coupe américaine? La France rentre pour la première fois dans cette affaire. Elle rencontre l'Australie qui a déjà disputé 2 fois la Coupe de l'Amérique. Les Français ont préparé l'affaire avec beaucoup de sérieux, mais évidemment ils seront un peu handicapés par un manque d'expérience. Merci Patrick Chaput. Jacqueline Alexandre, nous connaissions l'amour qu'avait Salvatore Dali pour la gare de Perpignan. C'est maintenant consacré avec des affiches pour la SNCF. Justement, il aimait beaucoup la gare de Perpignan. Vous devez même savoir, il l'a suffisamment dit, ne serait-ce qu'à la télévision. Vous savez que la gare de Perpignan, pour lui, c'est le centre du monde. Eh bien, hier, il n'était pas à Perpignan, mais à Lyon, où il a proposé 5 affiches à la SNCF, 5 affiches très daliniennes. L'époque où vit Dali sera toujours une belle époque. Et ce talent, nous le voyons éclater sur toutes ces magnifiques affiches dont vous avez fait le don généreux à la SNCF. Et je tiens à vous en remercier particulièrement. Vous êtes venu mettre au chemin de fer par l'amour de la gare de Perpignan dans une rencontre historique. Et il est bien certain que les biographes de l'avenir retiendront cette rencontre comme une étape marquante de votre glorieuse carrière. Encore une fois, je vous dis très simplement notre gratitude et notre joie de voir Dali peindre pour le chemin de fer. Je dois éclaircir une question qui a été un peu trouble ces derniers jours à propos de mon attitude vis-à-vis de la société de consommation. Le Figaro a dit inexactement que la tarif de Dali vis-à-vis de la société de consommation était de $2000 l'heure. Ce n'est pas exact, c'est $10 000 la minute. Mais pour l'État, de même qu'il y a 2 ans, j'avais donné tous les entrées de mon exposition pour la reconstruction du musée de Versailles, pour l'État, et s'agissant de la gare de Perpignan, c'est un cadeau. Nous allons maintenant parler musique. Hier soir, à la salle Pleyel, Yehudi Menuhin, le chef d'orchestre que tout le monde connaît et en même temps violoniste, dirigeait pour la première fois son fils, Jérémy, qui est lui pianiste. C'est un événement dans le monde de la musique et à cette occasion, Claude Samuel les a rencontrés. Il est inutile de présenter au public français Yehudi Menuhin, mais je crois qu'il est utile de présenter Jérémy Menuhin, qui joue à Paris pour la première fois. Et on sait que la famille Menuhin est une grande famille de musiciens. Pouvez-vous peut-être nous dire ce que représente pour vous de jouer en famille? Est-ce simplement une occasion ou y a-t-il des raisons profondes à cela? Mais j'adore toujours jouer avec la famille. Et maintenant, je suis très heureux de pouvoir accueillir le dernier membre, qui est peut-être le plus proche de toutes les membres de la famille avec lesquels j'ai joué, parce que c'était mes 2 sœurs, et mon beau-frère Louis Kentner, avec lequel j'ai beaucoup joué à Paris. Mais maintenant, c'est le plus jeune, et aussi il est parisien, comme j'étais à son âge. Déjà, il a travaillé à Paris pendant plusieurs années, avec Marcel Ciampi, avec Nadia Boulanger, les professeurs de mon enfance, et c'est très agréable de penser que
au moins dans notre petit cercle, la vie continue avec un rythme régulier et que nous revenons toujours à Paris. Comment se passent les rapports de travail entre un père et un fils? C'est à toi de dire, moi je ne saurais pas. D'une façon naturelle, je crois, tout à fait naturel. Votre père est spécialement sévère lorsque vous travaillez avec lui? Oh oui, un monstre, vous voyez, vous voyez. Un monstre qui cède toujours. Ce soir, à la salle Pleyel, il y aura un concerto pour violon de Beethoven, dans lequel Yehudi Menuhin jouera et dirigera. Bien, nous allons maintenant passer, je crois, à la Bourse de Paris, où nous attend Michel Tardieu. Eh bien, les dieux de l'Olympe financier n'ont pas voulu que les boursiers français partent en week-end avec l'inquiétude au cœur. Wall Street a redémarré légèrement hier et Paris, qui n'attendait que ça, remonte aujourd'hui. Est-ce le vrai départ? C'est la question que tout le monde se pose, bien sûr. Je n'en sais rien. Et je dois dire que ce qui se passe aux États-Unis depuis 5 ans doit inciter à la prudence en matière de prévision. En effet, dans ce pays qui est doté des analystes les plus célèbres, les plus renommés, et à juste titre, des ordinateurs les plus puissants, et où les moyens d'information sont les plus nombreux, eh bien, il faut bien reconnaître que tous les grands spécialistes, que tous les économistes se trompent régulièrement sur la date de redémarrage de la bourse et sur l'évolution de l'économie. Donc, très grande prudence dans ce domaine. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que l'inflation peut toujours constituer un moteur de hausse en bourse, que ce moteur soit souhaitable ou non. Quant à la situation française, eh bien, elle n'est pas mauvaise. Et le ministre des Finances vient d'adresser, en même temps que les avis de tiers provisionnels, eh bien, 2 brins de muguet aux lecteurs des journaux français. Vous les avez probablement vus. Dans plusieurs journaux, il y a une publicité du ministère des Finances où on voit une pièce avec la semeuse, et de part et d'autre, un brin de muguet et 2 dates. 2 dates. La première dit 1er août 1969, dette de la France à court terme vis-à-vis des banques centrales étrangères, 8,6 milliards de francs. Au 1er mai 1970, 0. En 9 mois de travail et d'efforts, les Français ont permis de désendetter la France. Vous voyez, c'est un satisfecit délivré par le ministère des Finances. Vous voyez en ce moment le tableau des valeurs étrangères, vous voyez qu'ITT est en nette reprise, et il est à signaler que ITT, alors que beaucoup de sociétés américaines ont donné des résultats en baisse pour le premier trimestre, eh bien, annonce des bénéfices au contraire en hausse, puisque le bénéfice net du groupe ITT du premier trimestre 70, mais ce n'est pas la peine de rester sur ce tableau, je crois qu'on l'a vu suffisamment, le bénéfice net de ITT pour le premier trimestre s'élève à 53,9 millions de dollars contre 46,8 pour la période correspondante 69, soit une augmentation de 13%. C'est à souligner puisque beaucoup de sociétés américaines, je le répète, annoncent des résultats plutôt en baisse. J'en reviens à la conjoncture française, qui n'est donc pas mauvaise et qui est dans la plupart des secteurs même assez favorable. Le souci le plus sérieux vient probablement des prix. Les prix ont encore progressé de 0,4% en mars comme en février, ce qui fait 1,6% depuis le début de l'année et ce qui est supérieur au rythme de hausse prévu pour l'ensemble de l'année par le ministère des Finances, puisque ce rythme doit être pour l'ensemble de l'année, je le répète, de 3,9%. Les résultats des entreprises, eh bien, eux aussi, ils continuent d'être assez favorables. Usinor annonce un chiffre d'affaires pour le premier trimestre de 1,4 milliard, alors qu'il était de 983 millions pour le premier trimestre de 1969. Et puis l'année dernière, eh bien sûr, les sociétés ont bien tourné et les résultats, là aussi, continuent d'être bons. BSN a réalisé un bénéfice brut de 38,5 millions contre 31,09 et annonce que son dividende sera majoré. Il passera de 16 à 18 francs, ce qui fera 27 francs avec l'avoir fiscal. Suez, vous le savez, est en ce moment en train d'émettre de lancer une émission en dollars sur le marché international qui est libellée en obligations convertibles.
La première tranche a été lancée et elle a reçu un accueil favorable, dit la société. La seconde sera lancée aux États-Unis dans quelques mois. Au total, ce sont, je crois, 50 millions de dollars que le Suez va recueillir ainsi sur le marché international. Vous avez vu les grands magasins. Il faut signaler que parmi tous ces résultats favorables, eh bien, il y en a un qui l'est moins, c'est celui des Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette viennent de déclarer pour 1969 un déficit de 24,1 millions de francs. Et ce déficit suit plusieurs années de perte, puisque c'était 4 millions en 68 et 5 millions en 67. Notre tableau des SICAV, notre tableau hebdomadaire des SICAV, vous voyez qu'évidemment les répercussions de la hausse d'aujourd'hui n'ont pas eu le temps de se faire sentir, bien sûr, puisque les cours qui sont là sont arrêtés à hier. À signaler qu'aux États-Unis, actuellement, on est en train d'étudier une réglementation des fonds de placement, parce que quand les Américains ont lancé leurs fonds de placement, ils n'ont peut-être pas pris toutes les précautions qu'on a prises en France pour le lancement des SICAV, et à la suite des déboires de certains fonds, eh bien, les Américains veulent une réglementation un petit peu plus sévère sur ce genre de société. Peu de changements sur le marché de l'or. Les opérateurs sur le marché de l'or sont pris entre deux tendances diverses, puisqu'il y a d'un côté la faiblesse du dollar qui pourrait les inciter à acheter, mais d'autre part la fermeté du franc ne les incite pas à acheter sur le marché français en ce moment. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Jacqueline Alexandre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Télémidi est maintenant terminé. Nous vous souhaitons à tous une très agréable journée.